RDC partait vers les États-Unis avec une proposition. Et elle a vu à la table la personne qu'elle était censée combattre à la table des négociations. Après, l'idée aussi, c'est que le président américain, il n'a pas du tout caché son intention. Il a dit, nous obtiendrons pour les Américains des droits miniers congolais. Donc ça veut dire que même lorsqu'il venait proposer cette proposition de paix, il n'a quand même pas caché que l'intérêt des Américains primait sur celui des Congolais. Après, est-ce que pour autant, on doit dire que le cadre, il est bon ou il n'est pas bon, c'est à la portée de tout un chacun, mais en tout cas, il y a des éléments palpables qui nous permettent de dire, en tout cas, que le président congolais, il était quand même tenu entre deux tenailles et qu'il essayait de faire comme ça. Bonjour, ravi de vous retrouver dans Multipolaire sur Global Africa Télé Sud. Il est question d'un cadre d'intégration économique régionale entre la RDC et le Rwanda. Celui-ci devrait être lancé au plus tard le 27 septembre, donc c'est presque demain. Sous l'égide des États-Unis, les représentants de la RDC et du Rwanda ont paraphé à Washington le 1er août dernier un texte dans ce sens, détaillant les principes de ce cadre prévu par l'accord de paix signé entre les deux pays le 27 juin dernier. Alors pour Washington, il s'agit d'une étape cruciale vers la paix dans la région des Grands Lacs, mais ce cadre d'intégration économique et régionale peut-il réellement voir le jour entre Kigali et Kinshasa? On en débat tout de suite avec nos invités. On est heureux d'accueillir Yasmine Meïté, qui est experte en macroéconomie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, bonjour, je suis ravie d'être ici. Alors, à vos côtés, Jed Kouboudé, chercheur chez Interglobe Conseil. Merci d'être là, Jed. Merci. Abdelkarim Koundougoumi, vous êtes directeur Afrique chez Internet Sans Frontières, chercheur également associé à l'IPSE. Merci d'être là également. C'est un plaisir. Et puis, on accueille à distance Patrick Beko, géopolitologue, expert des Grands Lacs africains. L'auteur aussi de plusieurs ouvrages que je rappelle. D'abord, Stratégie du chaos et du mensonge, Poker menteur dans l'Afrique des Grands Lacs en 2014. Et puis, Rwanda, malheur aux vaincus, 30 ans de crimes, de manipulation et d'injustice couverts par l'Occident. Bonjour Patrick Beko, merci d'avoir accepté notre invitation également. Bonjour. Alors, un cadre d'intégration économique régionale entre la RDC et le Rwanda, est-ce que c'est possible, visant à transformer des décennies de conflits en moteur de coopération, normaliser aussi les relations entre Kinshasa et Kigali, selon Washington? D'abord, un premier tour de table. Que pensez-vous de ce cadre? À vous l'honneur, Yasmine. Merci. Je pense que c'est un cadre qui est utile, mais qui reste très ambitieux d'une part, parce que c'est un cadre qui va venir essayer de convertir un cessez-le-feu plutôt fragile en une espèce de coopération économique structurée, donc qui va passer par plusieurs élaborations de chaînes de valeur minières, de projets énergétiques, etc. Mais en même temps, c'est un petit peu un cadre, à mon sens, qui vient traduire une certaine capitulation de la RDC, chose qu'on pourra peut-être développer un peu plus tard. La capitulation de la RDC, effectivement, on va poser la question. Jed, que pensez-vous de cette initiative? C'est un grand classique, en réalité. Enfin, vous savez, c'est l'idée de substituer la logique de coopération économique à celle de l'affrontement militaire est une vieille idée en géopolitique. Et donc, c'est le fameux doux commerce de Montesquieu et qui postule que la coopération économique apaise les passions politiques. Bon, est-ce que ça va être le cas? Je ne sais pas. Je pense que le cadre a le mérite d'exister pour au moins placer un repère à l'horizon. En revanche, Alors attention, il n'existe pas encore, hein, je crois, ce cadre. Ah non, je parle bien de absolument, lancer, justement. de repère à l'horizon, mais pour moi, le nœud gordien n'est pas là. La question reste politico-sécuritaire. Et donc, il faudra adresser cette question beaucoup plus frontalement que de penser que le commerce seul servira à résoudre le conflit. Absolument. Votre avis? Alors, c'est un pari risqué. Là où la paix des braves a échoué, est-ce que la paix des investisseurs réussira?
Maintenant, ça dépend des acteurs impliqués. Quelles sont leurs intentions? Est-ce que c'est la volonté réelle de pacifier cette zone, réconcilier des pays frères qui ont connu des moments très difficiles pendant cette décennie, ou c'est des investisseurs plutôt soucieux de sécuriser des ressources minières, leur transport et surtout leur exploitation? Bon, maintenant, il faut voir mais vraiment quelles sont les intentions réelles des uns et des autres afin d'en tirer des conclusions. Mais toute initiative est bonne, puisque si l'économie permet peut-être cette façon de faire, de résoudre un problème que tous les sommets et toutes les consultations n'ont pas réussi, pourquoi pas? Mais c'est un pari qu'il faut maintenant évaluer peut-être dans quelques mois. Vous dites pari risqué. Votre avis, Patrick Beko, dans le contexte actuel, hein, Yasmine l'a rappelé, de paix très fragile entre les deux parties? Le problème est, comme l'a dit quelqu'un, politico-sécuritaire, et on veut utiliser la paix par l'économie pour ramener la stabilité. De mon point de vue, ça ne marchera pas parce que les causes profondes du problème sont là, n'ont pas été abordées, et ce cadre-là est impulsé de l'étranger, notamment des États-Unis, avec bien entendu le Rwanda qui est très favorable à cela parce que c'est la raison pour laquelle il a toujours fait la guerre à la RDC. Et donc, il y a une dimension géopolitique et géostratégique très importante qu'il faut prendre en compte. Et de mon point de vue, ce n'est pas cette histoire de minerais ou ce cadre qui est promu qui permettra de ramener la paix et la stabilité. Il faut régler le problème de fond avant d'aborder la question de l'économie. Alors il y a cette notion d'intégration économique qui est courante et qui prédomine sur le continent. Selon un communiqué du département d'État américain, il s'agit bien sûr de soutenir la mise en œuvre de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Les deux parties s'engagent, selon le communiqué, en faveur de ce cadre d'intégration régionale, je cite, reconnaissant le potentiel de synergie avec les organisations continentales et régionales, y compris la possibilité de revitaliser la communauté économique des pays des Grands Lacs, la CEPGL, une initiative, il faut quand même le rappeler, lancée en septembre 1976 au Rwanda par les ex-présidents du Zaïre Mobutu Sese Seko, du Rwanda Juvenal Habyarimana et du Burundi Jean-Baptiste Bagaza. Une initiative qui est presque partie en fumée au moment du génocide de 1994. Que représente aujourd'hui la communauté économique des pays des Grands Lacs et peut-elle jouer un rôle prédominant dans la relance justement de l'intégration régionale? Yasmine, à votre avis. Alors, on l'a tous vu, on l'a tous lu, on a tous entendu que la communauté, elle a quand même échoué à sa mission, même si ça a été fait par rapport à des facteurs externes. Dans tous les cas, à mon sens, je pense que la mention de cette communauté-là est une volonté peut-être de vouloir associer les locaux, donc à la prise de décision, à la prise en considération de ce cadre-là, même si il me semble que ça ne sera pas forcément bien accueilli ni bien vu les incompétences et les insuffisances de cette communauté. Patrick Beko, est-ce que c'est une idée, une bonne idée de relancer justement cette communauté économique des Grands Lacs? Et est-ce que, comme Yasmine l'a dit, l'idée derrière cela, c'est d'impliquer les locaux? L'idée n'est pas mauvaise parce que elle avait été mise en place pour favoriser l'intégration régionale ou je dirais sous-régionale. Mais la vraie question n'est pas là. Ça dépend de comment on analyse la problématique. C'est le département d'État qui annonce ça. C'est un communiqué du département d'État. Et vous savez, dans des documents diplomatiques, il y a une formule qu'on utilise parfois pour ne pas aborder les véritables questions de fond. Il est ici question de ressources naturelles, des ressources stratégiques. Et on sait pourquoi le Rwanda fait la guerre à la RDC, parce que ça a été amplement documenté par les rapports de groupes d'experts du Conseil de sécurité. Et donc, la vraie question est de savoir pourquoi est-ce qu'on signe ce cadre-là, pourquoi est-ce qu'on a mis en place ce cadre. Parce que la CEPG va continuer à fonctionner, tout comme la conférence internationale de la région des Grands Lacs qui existe aussi, la CEGL. Mais là, n'est pas la question. La vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'on a mis en place ce cadre. Et si on reprend cette question, on comprend l'articulation du reste, de tout ce qui est en train de se passer. Et de mon point de vue, la mention CPG et tout ça sert tout simplement à masquer la réalité des discussions qui sont en cours, parce que je suis un peu au courant. Je suis très
je suis en contact avec les personnes, en tout cas de la partie congolaise, qui est impliquée dans les négociations avec les Américains, le Rwandais. La vraie question aujourd'hui pour les Américains, c'est d'imposer une paix par l'économie. Les Américains ont besoin de ressources stratégiques qui se trouvent en RDC. Le Rwanda en veut aussi, et on doit créer un cadre qui permette à chacun de tirer son épingle du jeu. C'est ça le vrai enjeu. Le reste, ce sont des formules diplomatiques qu'on retrouve souvent dans les documents de ce type. Abdelkarim. Alors, moi, je pense que essayer de raviver ou de réanimer des leviers que la sous-région a déjà mis en place pour pouvoir pacifier ces zones sans vraiment aller aux sources, comme il l'a dit tout à l'heure, de cette problématique, c'est qu'il ne faut pas que les gens analysent cela comme si c'était un État doit capituler face à un autre, ou un État doit renoncer à des privilèges ou à des souverainetés quelconques dans le but que des investisseurs ont absolument besoin de ces minéraux parce que les États ou les conflits les empêchent de le faire. Moi, je pense qu'il faut plutôt aller plus profondément. Il faut que ce soit de façon inclusive et que la RDC, qui est d'ailleurs propriétaire de ces minéraux, soit décideur. Moi, je ne pense pas qu'on doit imposer à la RDC des solutions toutes faites qui viennent des États-Unis. Maintenant, qu'il faut maintenant renforcer la capacité de cette organisation, pourquoi pas? C'est une très bonne idée. Mais qui doit piloter? C'est ça la question. Parce que si c'est les États-Unis qui pilotent, les États-Unis mettent sur le même pied d'égalité le Rwanda et la RDC. Alors que le Rwanda n'est qu'une zone de transit de ces minéraux. Alors, visiblement, cette communauté, elle fait aussi appel, à l'époque, il y avait le Burundi, d'autres pays aussi de la région des Grands Lacs. Donc, l'idée, c'est quoi derrière tout cela, en fait? C'est vrai que Patrick Beko vient de dire qu'il y avait d'autres réalités, que l'idée, c'était d'imposer une paix afin de favoriser les deals que Washington cherche à passer avec la RDC. Mais derrière, l'idée de raviver, justement, cette communauté qui n'a pas forcément marché, c'est quoi l'idée derrière? Est-ce qu'il y a une idée plus large d'intégration Absolument. Ben, c'est d'ailleurs la philosophie qui a fondé cette communauté économique. Après, elle est en état de mort cérébrale, c'est-à-dire que c'est une coquille vide aujourd'hui. Mais je pense que peut-être que le temps est venu pour lui redonner une force. Parce que je crois profondément à quelque chose, c'est que les hommes acceptent le changement que dans la nécessité. Et la nécessité n'apparaît que dans les crises. Et je pense que on est à un moment où refonder la CEPGL est une très bonne idée. Avec une ambition politique derrière aussi, avec une ambition politique. Ça devient finalement une carte joker pour justifier une décision américaine. Moi, je pense qu'il ne faut pas que ces organisations régionales servent juste d'alibi ou des leviers à des puissances ou à des puissances économiques de faire leur planning. Du coup, je remarque que ce qui dérange, ce n'est pas tant la CEPGL, mais le fait que l'idée de lui redonner la force vient des États-Unis. Voilà. De ce que je comprends. Est-ce que pour les États-Unis, les États-Unis et le Qatar sont deux dessus. Est-ce que pour les États-Unis, ça signifie... ça m'importe peu. Oui. La question, c'est qu'est-ce que le Burundi, le Rwanda et la RDC veulent faire de la CEPGL? Mais si ça importe peu, non. Il n'y a rien sans rien. Et les États-Unis ne font pas ça pour le beaux yeux du Congolais ou du Rwandais. Ne dites pas que ça importe peu qui décide, qui renforce. Il faut voir qu'est-ce qui se trouve derrière ces soutiens. Patrick Beko, sur cette question du leadership au sein de cette potentielle relance de la communauté. Comme je l'ai dit, d'abord, d'où vient le problème? C'est la première question qu'il faut se poser parce que ce cadre existe, il existera toujours. Ça ne changera pas. Le Burundi, le Rwanda, la RDC ne déménageront pas. Ce sont les pays de la région, ils sont appelés à coopérer. Mais ce n'est pas le vrai problème. Il faut comprendre d'où vient le problème de fond. En 2005, il y a une rencontre lors de l'investiture du président Jakaya Kikwete, rencontre entre Joseph Kabila et justement le président Kagame. À ce moment-là, les deux hommes vont discuter de ce qu'on appelle l'intégration régionale. En réalité, il n'est pas question d'intégration régionale, il est question de permettre au Rwanda de continuer à avoir accès aux ressources stratégiques de la RDC. C'est ça qui est important. Après cela, on verra dans le New York Times en 2008
les Américains parlaient de cette histoire d'intégration régionale. À l'époque, c'était M. Herman Cohen, qui est l'ancien M. Afrique du département d'État. Par la suite, on a entendu M. Nicolas Sarkozy, alors président de la France, se rendre à Kinshasa et déclarer qu'il est important pour le Congo de partager ses ressources naturelles avec le Rwanda qui en est dépourvu. C'est Sarkozy qui le dit devant les députés congolais. Ces propos vont provoquer des réactions violentes de la classe politique congolaise. Et c'est cette idée qu'on veut mettre en œuvre aujourd'hui, c'est cette idée de partage de richesses. Il n'est pas question d'intégration régionale. Il est question de permettre à un pays prédateur d'avoir accès aux ressources naturelles de la RDC. Et le discours sur l'intégration régionale vient donner un vernis de légitimité à cette stratégie politique, géopolitique et géoéconomique. Vous êtes d'accord, Yasmine? Attendez, vous êtes d'accord, Yasmine? Parce que j'allais tout à l'heure dire, peut-être que derrière cette idée de relancer la CEPGL, il y a aussi une ambition plus politique derrière cela, puisqu'on a vu aussi, il y a un constat, c'est l'échec aussi des instances communautaires, notamment la communauté de l'Afrique de l'Est, à parvenir à une paix durable, malgré tous les processus qui étaient en cours, à votre avis? Moi, je pense que déjà, le fait de vouloir dissocier tout ce qui est cadre de coopération ou d'intégration politique à la sphère économique n'est pas vraiment très juste, parce que les deux sont strictement liés. Ce n'est pas parce qu'il y a intégration qu'un autre pays ne va pas forcément profiter de l'autre ou vice-versa. Mais cette coopération-là, elle ne profitait pas qu'au Rwanda, à condition que peut-être M. Patrick veuille m'expliquer si vraiment le Congo n'en a pas bénéficié. À ce moment-là, je serais peut-être un peu plus renseignée ou un peu plus affûtée dans ma... C'est-à-dire Attendez, c'est-à-dire Non, je lui pose juste la question directement. Patrick Bécaud, oui, en fait, bon, il faut comprendre que c'est un enjeu qui est géopolitique et stratégique. Hein. Parce que l'intégration régionale va profiter à tout le monde. De toute façon, je l'ai dit, ces pays sont appelés à vivre ensemble. Mais les raisons pour lesquelles chacun de ces pays articule ces stratégies n'ont rien à voir. Les raisons n'ont rien à voir avec cette histoire d'intégration régionale, qui de toute façon est quelque chose de naturel, en fait, compte tenu de leur positionnement géographique. Mais là, il est question de ressources naturelles. C'est ça le vrai enjeu. Et d'ailleurs, vous avez vu, l'Union européenne avait signé un protocole d'accord sur les minerais critiques avec le Rwanda, qui n'en possède pas. Et le président Kagame a lui-même dit l'année dernière qu'on l'accusait de piller les ressources naturelles du Congo, mais lui, son pays ne sert que de zone de transit. Et lui a accusé les pays occidentaux. Alors, derrière toute cette alibi sur l'intégration régionale, il y a d'abord des enjeux économiques, stratégiques importants. Mais vous parliez de prédation, Patrick Bécaud, de prédation de la part des États-Unis, parce que ce que les États-Unis, pour l'instant, proposent, c'est effectivement avoir une mise sur les minerais critiques en RDC, mais en échange d'investissements importants en exactement. Du Congo. Il y a aussi, des investissements à gagner. Au moment où je vous parle, je peux vous dire, parce que j'ai des informations à ce sujet, les groupes américains sont en train d'avoir accès à des carrés miniers congolais. Ça, je le sais de sources sûres, des gens qui sont bien placés en RDC. Les entreprises américaines sont à la manœuvre déjà. Ils veulent créer un cadre politique propice qui permette aux entreprises américaines d'avoir accès à ces ressources. Mais derrière l'accès aux ressources, il y a aussi une guerre qui ne dit pas son nom entre deux grandes puissances, la Chine et les États-Unis, puisque ce sont les Chinois qui contrôlent le secteur extractif congolais de manière très importante. Et donc, il y a une superposition d'enjeux dans cette histoire-là. Il ne s'agit pas seulement d'intégration régionale. Ça, c'est une formule. Tout celui qui s'intéresse à la diplomatie, à la géopolitique, sait très bien, sait parfaitement que dans ce genre d'événements, on utilise parfois des formules alambiquées qui cachent des réalités parfois un peu plus complexes. Et c'est de cela dont je parle, parce que pour moi, l'intégration régionale, elle est naturelle, compte tenu de le positionnement géographique de chaque État. Mais derrière ça, il y a toute une logique. Et cette logique économique ne prend pas en compte les problèmes de fond qui ont mené à l'instabilité. Pour l'instant, vous dites que dans cette région des Grands Lacs, il y a plus une logique de confrontation que d'intégration économique, pérenne pour la RDC, en tout cas. Il faut regarder... Mais on oublie que le Burundi ne s'entend pas avec le Rwanda. La question centrale... Il n'y a pas que la RDC. Oui, il n'y a pas que la RDC. C'est pour ça que je précisais concernant la RDC. En fait, il faut dézoomer un peu sur cette question, parce que là, on est vraiment en train de regarder à la loupe.
quand on dézoome un peu, on voit bien réellement quel est le problème. Le problème, c'est quoi exactement et qu'est-ce qui a empêché aujourd'hui la RDC de pouvoir justement construire une infrastructure économique et de mise en exploitation de toutes ces ressources-là, des infrastructures sur place. Qu'est-ce qui a empêché? C'est l'instabilité politique. Qui est responsable de cette instabilité politique? Ce n'est pas forcément un seul pays, c'est tout un facteur lié, par exemple, comme il l'a dit tout à l'heure, où va les ressources que les contrebandiers exploitent à l'est de la RDC. Ça passe par quel pays et quelle est la puissance qui en profite? Une fois qu'on a vu ça, maintenant, il a bien dit tout à l'heure, quand on regarde, tout est exploité et transformé en Chine. Donc, les infrastructures de transformation de cette ressource minière de la RDC se font en Chine. Pourquoi ça ne se fait pas en RDC? C'est ça la question aussi. Est-ce que la RDC a les moyens de le faire ou pas? Et qu'est-ce qui empêche la RDC d'avoir le moyen de pouvoir maintenant d'avoir les infrastructures nécessaires de pouvoir contrôler, sécuriser, transformer ces ressources sur place et l'exporter après, quitte à même passer par le Rwanda. Si l'intégration, l'objectif de l'intégration est d'intégrer le Rwanda dans ces corridors de l'exploitation minière de la RDC, c'est une très bonne chose. Mais il ne faut pas que ce soit quand même comme si la RDC est obligée de pouvoir dealer avec le Rwanda pour pouvoir profiter de sa mine. Vous voyez, c'est ça aussi. Il y a le parapluie américain, justement, pour permettre... Et le Rwanda doivent payer les frais de l'affrontement entre la Chine, les États-Unis et l'Europe. C'est ça aussi qu'il faut voir. Jade, est-ce que justement cette intégration régionale, elle peut aboutir avec cette condition d'un parapluie américain pour permettre une coopération pacifique entre la RDC et le Rwanda? Oui, moi je pense que s'il y a des instances pour discuter, il peut y avoir une chance de tomber d'accord. Le problème, c'est d'avoir des instances pour discuter. Et bon, toutes les questions que j'entends là, c'est des questions qui décrivent la faillite de l'État de la RDC, incapable d'imposer sa souveraineté, notamment sur sa partie orientale. En fait, toutes les questions pointe vers quelque chose. Et cela justifie, si on est incapable de sécuriser son territoire, justifie quand même d'autres États viennent ou d'autres institutions, d'autres entreprises viennent s'en accaparer? Soit c'est une question parce que... Non, mais c'est une très bonne question et je vais y répondre. Je pense que la souveraineté, le contrôle effectif de cette souveraineté ne permet pas à quelque État que ce soit ou à quelque entreprise que ce soit de venir exploiter les ressources d'un État. Alors justement c'est une question très importante. La question c'est, si je suis incapable d'exercer ma souveraineté sur tout l'étendue du territoire, notamment sur la partie orientale, est-ce que cela justifie qu'un pays vienne m'agresser? La question c'est la façon dont on conçoit les relations internationales entre États. Si on croit que l'idée de la prédation est jetée dans les livres de l'histoire, je n'y crois pas. Je pense que les États n'ont pas d'amis permanents, mais ont des intérêts qui sont très permanents. Et que s'ils ont des occasions pour... il y a les droits internationaux. Il y a les droits internationaux. Absolument, qui protègent. Permet d'éviter la création de la jungle. Et est-ce que dans les faits, vous voyez tout ce qui se passe en Ukraine, en RDC, est-ce que le droit international a marché? Pourquoi est-ce que ça a marché? Je vous pose la question. On a mobilisé le monde entier en Ukraine parce qu'on est en train de combattre cette soi-disant prédation. Est-ce que le droit international est respecté selon vous? On doit dire ok, d'accord, on doit... Est-ce qu'il s'agit de cela, à votre avis, est-ce que la lecture d'Abdel Karim, elle reflète une réalité? Abdel Karim. Elle reflète, oui, effectivement, une réalité dans le sens où il a très bien pointé du doigt le problème. Il a dit, est-ce que parce que c'est l'Ukraine, il faut mobiliser le monde entier pour arrêter la prédation et concéder cette prédation-là en RDC parce qu'on est en RDC. C'est là que vient le problème. Ce n'est pas parce qu'il y a certains États qui évitent d'appliquer certains textes du droit international qu'ils ont signés, auxquels ils ont consenti, que ça légitime leur action.
Alors, Moi, je n'ai juste jamais les États-Unis, enfin, donc Donald Trump, il affirme que le conflit, l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, c'est à mettre à son compte, en fait. C'est-à-dire qu'il a permis la paix, une paix qui est certes fragile. Ça prend une autre dimension dans ce cas-là. Donc, dans ce cas-là, on voit bien que Donald Trump, plutôt, il veut son intérêt personnel, une victoire personnelle, et qu'il fallait maintenant qu'il s'affiche comme si c'est le faiseur du monde. Alors, attendez, juste, je voudrais quand même préciser que la République démocratique du Congo, les autorités affirment que le pays perd chaque année 10 à 15% de son PIB potentiel, $1 milliard par an, dans le secteur minier, justement, en raison du trafic illégal des minerais, qui transitent donc principalement par le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Et finalement, il y a cette question aussi importante que vous avez posée tout à l'heure, c'est de savoir si la RDC est réellement impuissante et si elle n'a pas sa part de responsabilité face à l'ampleur de la contrebande minière. On va écouter le docteur Yves Amizo et puis vous allez commenter. Il faut quand même accepter qu'il y a eu un progrès puisqu'on a un cadre, disons, régulé. Sauf que ce cadre d'intégration dit régional, RDC-Rwanda, il est quand même largement piloté par les États-Unis et le Qatar. Donc, il s'agit officiellement d'une initiative dite régionale, mais en fait, c'est la stratégie la plus basique et classique du soft power américain, qui d'ailleurs est unilatérale. Et dans le cadre de ceci, il y a beaucoup d'entreprises américaines qui vont arriver. Les Amazon, les Starlink, les Bechtel, bon, je pense que c'est des meilleurs. Et dessus, tous ces gens sont plutôt moins discrets, qui vont dans des espaces, généralement, il n'y a pas de guerre d'ailleurs, en parenthèse. Et puis, on met en avant les institutions sous-régionales africaines. Donc, première chose, c'est un peu un window dressing, comme disent les Anglais, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que les Américains n'apparaissent pas trop dans cette histoire. Or, ils pilotent tout. Première chose. La deuxième chose, est-ce que le Congo, vraiment, il gagne quelque chose? Moi, je pense qu'il y a eu une sorte de petite naïveté au départ, où le Congo pensait certainement qu'on allait résoudre ses problèmes, alors que tous ceux qui viennent ne viennent que gérer leurs intérêts. Et je pense que le vrai changement, c'est qu'avant, il y avait une sorte de sous-traitance, entre guillemets, par le Rwanda, les M23 et autres, et qu'aujourd'hui, cette sous-traitance n'arrange plus les Occidentaux, qui sont devenus dépendants des matières premières. Et donc il faut qu'ils interviennent eux-mêmes directement, et si possible, sans le Rwanda. Alors, Patrick Beko, sans le Rwanda, justement, est-ce que là c'est pas le cas. Là, l'idée, c'est d'intégrer le Rwanda dans tout le processus, justement, d'intégration régionale vis-à-vis de la RDC. Parce que le Rwanda va rester là. On oublie une chose, c'est que quand le Congo fait appel aux États-Unis, le président Félix Tshisekedi le fait, c'est pour justement se prémunir contre le Rwanda. C'était une affaire de minerais contre sécurité et soutien diplomatique. C'était ça initialement. Et le Congo a été surpris de retrouver le Rwanda à la table de discussion, à la demande des États-Unis, tout simplement parce que le Rwanda entretient des liens très profonds avec les États-Unis, notamment sur le plan sécuritaire aussi. Donc, quand on analyse la problématique, il faut intégrer un ensemble de paramètres. Maintenant, la deuxième chose, c'est que, et ça je peux vous le dire sans crainte d'être contredit, c'est que la déclaration de principe qui avait été signée en juin avant la signature de l'accord, mars-avril, avant la signature de l'accord de paix, soi-disant accord de paix, avait été imposée par les États-Unis aux deux parties. Parce que pour les Américains, qui considèrent le Congo comme un État failli, ils ont besoin des ressources naturelles congolaises, mais il faut utiliser le Rwanda qui semble être à leurs yeux un pays stable et qui a une bonne gouvernance. Et on ne peut pas reprocher à la gouvernance rwandaise d'être beaucoup plus exemplaire que celle de la RDC. Et ça, c'est un fait. Mais vous aurez constaté une chose qui passe souvent sous silence, c'est que depuis la signature de cet accord de paix, le Congo n'a pas encore ratifié. Le Rwanda l'a ratifié. Parce que le président Félix Tshisekedi est en train de comprendre qu'il est en train de se faire avoir, en fait, qu'il est tombé dans une sorte de traquenard. Parce que pour les Américains, ce qui est important, c'est l'accès des entreprises américaines aux minerais stratégiques congolaises, étant donné que la Chine est en train de réduire, en fait, ses exportations de terres rares vers les États-Unis. Ça, c'est un élément important à prendre en considération. Et c'est la raison pour laquelle on voit d'ailleurs le Congo de plus en plus tergiverser. Et on parle d'accord de paix. Au moment où je vous parle, il y a des affrontements à l'est de la RDC, par exemple. On n'en parle pas beaucoup. Donc, en réalité, c'est un jeu de dupes. Chacun veut tirer le drap de son côté en fonction de ses intérêts. C'est ça qu'on observe. Et le Rwanda joue le rôle de sous-traitant officiel de cette mondialisation un peu brutale qui se met en place sur le continent africain, notamment dans la région des Grands Lacs. Et donc, le Rwanda ne sera pas extirpé de cette affaire parce que pour les Américains,
il faut transiger par le Rwanda. En fait, la logique, elle est simple. Le Congo va servir de guichet automatique des matières premières et ça passera par le Rwanda où certains de ces minerais seront traités avant d'être exportés. Et c'est la raison pour laquelle vous avez vu des compagnies comme Cabo Metal signer de protocoles d'entente avec le Rwanda ou même l'Union européenne signer un protocole d'entente sur les minerais critiques avec le Rwanda, alors que tout le monde sait que ces minerais proviennent de la RDC. Alors finalement, cette question, est-ce que le grand perdant, ça pourrait être Félix Tshisekedi, la RDC plus largement? On pourrait reprocher, c'est vrai, au président congolais de pactiser en quelque sorte avec le diable, en l'occurrence le Rwanda, sous l'égide des États-Unis, et de céder aux pressions américaines, parce qu'il y a un deal en ce moment qui est en train de se négocier avec Kinshasa, entre Washington et Kinshasa. Il faut regarder plutôt le timing et la situation politique sur le terrain au moment où cet accord a été signé, ou même, s'il faut dire, imposé. On voit bien que Tshisekedi était en difficulté, on voit que l'Est, la RDC et les M23 ont complètement occupé la zone. Finalement, la question qu'on se pose, est-ce qu'on n'a pas brandi à la RDC, soit ils acceptent l'accord de paix qu'ils nous proposaient, soit les rebelles montent sur Kinshasa, ou que cette zone-là demande leur indépendance. Donc moi je pense qu'il faut maintenant voir pourquoi Tshisekedi a accepté cela en sachant que toutes les conditions ne sont pas réunies pour que la RDC puisse sortir gagnant de cet accord. Oui. On a terminé, à votre avis, pourquoi la RDC a accepté, à votre avis, Yasmine? Je pense que, comme je l'ai dit, c'est un peu un acte de capitulation parce que, comme M. Patrick l'a bien énuméré, la RDC partait vers les États-Unis avec une proposition. Et elle a vu à la table la personne qu'elle était censée combattre à la table des négociations. Après, l'idée aussi, c'est que le président américain, il n'a pas du tout caché son intention. Il a dit « nous obtiendrons pour les Américains des droits miniers congolais ». Donc ça veut dire que même lorsqu'il venait proposer cette proposition de paix, il n'a quand même pas caché que l'intérêt des Américains primait sur celui des Congolais. Après, est-ce que... pour autant, on doit dire que le cadre, il est bon ou il n'est pas bon, c'est à la portée de tout un chacun, mais en tout cas, il y a des éléments palpables qui nous permettent de dire, en tout cas, que le président congolais, il était quand même tenu entre deux tenailles et qu'il essayait de faire comme on est à la fin, je vais simplement rappeler qu'en politique, il y a rarement... Le choix n'est pas entre le bien et le mal, le choix est entre le préférable et le détestable. Le président Tshisekedi a fait ce choix en fonction de la situation dans laquelle il se trouve. Et je rejoins totalement. Est-ce que le deal, c'est, au fond, si vous êtes incapable d'imposer votre souveraineté sur une partie de votre territoire, et que en cherchant une coopération, le deal se retrouve à être posé ainsi, c'est-à-dire le cadre qui a été proposé, ben vous évaluez les pour et les contre. Et puis, les recettes, si on légalise les chaînes de valeur dans la zone, les recettes pour l'État de la RDC ne sera pas négligeable. Mais les pour et les contre, c'est pas comme s'il avait énormément de choix, il n'avait pas énormément de marge de manœuvre pour pouvoir se dire non, moi sur la table, je dis non, je dis ci, je dis ça. Ben, et encore une fois, le choix, c'est pas entre le bien et le mal. Ben non, c'est pas pour autant qu'il s'agit du bien ou du mal. Là, on peut être sur le préférable et le détestable. Ben, justement, on n'a pas, il n'a pas 50 000 options. Comment il fait pour sécuriser l'Est du Congo? C'est le fond de l'affaire. On verra, parce que normalement, ce cadre, il doit être lancé le 27 septembre prochain. On verra si ce sera le cas ou pas. Et on aura donc l'occasion de revenir sur ce sujet assez sensible. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, Patrick Beko. Merci, Jed. Merci, Yasmine. Merci, Abdelkarim. Merci à Moustapha Kanté et Romain Cléco-Demain pour la réalisation. Et à la semaine prochaine.